BFM Business, hors série, l'ère du client, présenté par Frédéric Simotel. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ère du client. Voilà, si vous nous suivez en replay, voilà, on parle beaucoup de ce client qui est au centre de toutes les attentions. On a parlé, ça transforme derrière l'entreprise, ça transforme tout un tas de process. Ça transforme aussi l'industrie, car ben oui, l'industrie, elle a ses clients, elle doit personnaliser aussi ses produits. Elle doit aussi savoir gérer de mieux en mieux, de façon plus réactive, sa production par rapport aux attentes, aux demandes de ses clients. C'est tout cela dont on va parler aujourd'hui avec nos experts. Je vous les présente tout de suite. Alexandra Dumont, qui est directrice organisation et système d'information chez Le Bronze Alloys. Bonjour. Bonjour Alexandra, industrielle dans la métallurgie. Alors, Le Bronze Alloys, c'est les alliages de cuivre. Hein. Exactement. De dire, on vous retrouve partout, c'est maroquinerie de luxe, c'est les fermetures éclairs, c'est les trains d'atterrissage des voitures, même dans les moteurs de Tesla, paraît-il. Exactement. Bon, et donc un rayonnement mondial, voilà, à travers tous ces exemples. Il y a à peu près 1300 personnes aujourd'hui. On est 1200 aujourd'hui. 1200, et c'est une constitution de PME. Hein, exactement, de PME qu'on a racheté et qui constitue maintenant le groupe Le Bronze Alloys. Voilà, groupe familial. Exactement. Eh bien, merci d'être avec nous. En tout cas, à vos côtés, Moundir Rachidi. Bonjour, Moundir. Bonjour. Vous êtes directeur opération manufacturing et supply chain chez BCG Europe. Alors évidemment, la data, tout ce dont on va parler, vous êtes au cœur de tout ça avec le BCG qui fait beaucoup de choses, notamment en intelligence artificielle aussi. J'ai mené de travailler avec BCG Gamma pour étudier tout ça et voilà, faire tous ces réglages dans l'industrie. Et Guillaume Maureen, bonjour Guillaume. Bonjour. Directeur marketing produit chez Salesforce. Bah oui, derrière, il faut quand même une plateforme, hein, tout ça, toutes ces données, elles remontent pas n'importe où. Alors ben justement, je vais démarrer avec vous Guillaume. Le contexte pour les industriels, alors on dit toujours la data est important et tout ça, mais en quoi c'est en train de transformer leur métier à ces industriels? Alors, ce qu'on s'aperçoit actuellement dans le manufacturing, ça fait plus de 15 ans qu'on a assisté à différentes transformations, mais là, les industriels essayent de se rapprocher le plus possible des clients pour mieux les comprendre et pour mieux planifier et avoir une prévision dans leur planification. On fabrique plus des voitures comme on le faisait il y a encore 10 ans, où on consistait à mettre 80% de planification produit et puis 20% de personnalisation. Donc on passait du temps à aller mettre les voitures sur stock, sur parc, alors qu'aujourd'hui les clients arrivent déjà avec un besoin de personnalisation. Voilà, et donc on change un peu le prisme de comment est-ce qu'on fabrique et les technologies nous permettent aujourd'hui de personnaliser et d'aller au plus près des clients. Des marques B2B, ils commencent à faire du D2C, du direct to consumer. Donc vendre en direct parce qu'ils ont tellement peur que quelqu'un prenne la vente. C'est-à-dire si je prends la voiture, c'est-à-dire qu'à la limite quand je vais commander ma voiture, c'est presque à l'usine, là je suis en train de modifier, enfin je grossis le trait, je fais le cas extrême, mais... Bon, après il y a d'autres phénomènes dans la mobilité, mais oui, l'idée c'est effectivement de pouvoir tout de suite disposer du produit disponible. Alors là aujourd'hui les clients n'ont pas forcément le choix puisque la voiture est déjà produite et il y a des aides commerciales qui sont faites pour justement les écouler dans les points de vente. Mais voilà, comment est-ce qu'on inverse En tout cas, voilà, on comprend que ça change les choses dans la logistique, dans la fabrication et dans les hommes aussi, parce qu'on en parlera, il faut de la formation autour de tout ça. Moundir, au début, cette donnée, on a l'impression, comme dans beaucoup de domaines, on s'est dit cette data, elle va nous servir à réduire les coûts. Et puis finalement, on le voit, on l'a vu chez Airbus, on l'a vu chez Michelin, ça a permis de créer de nouveaux services et de la maintenance prédictive, mais même de mieux vendre les produits. Hein, ça a transformé, ça a apporté de nouvelles choses à ces industriels. En fait, exactement. En fait, c'est la nouvelle frontière. C'est-à-dire la donnée ne permet pas uniquement de réduire les coûts, de faire de la productivité, mais elle permet d'apporter de nouveaux services et de nouvelles optimisations et de nouvelles façons de faire. En réalité, déjà, pourquoi la data, maintenant, elle est disponible et on en parle aujourd'hui? Parce qu'elle coûte beaucoup moins. Les coûts de la data, parce qu'on n'a plus besoin d'investir dans des infrastructures lourdes. On utilise le cloud et on l'utilise au besoin en fonction du stockage dont on a besoin. Donc ça coûte beaucoup moins cher. Ça a été presque divisé par 100 sur les 10-15 dernières années. Donc, elle existait déjà, on pouvait la collecter, mais on n'en faisait pas grand-chose. On ne la récupérait pas, d'accord? Et elle est accessible. En réalité, la data, maintenant, l'utilité de la data, comment elle vient imaginer des petits ruisseaux. Donc vous avez dans vos services de l'entreprise, dans les usines sur vos lignes de production, vous avez des petits ruisseaux qui génèrent de la data. Ces ruisseaux-là, ils étaient perdus. Maintenant, on les fait aller vers des fleuves qui eux-mêmes se jettent dans ce qu'on appelle des lacs, de data lake. Et maintenant, il faut aller pêcher. Donc en fait, il s'agit de ça. Et tout ça, on peut aller pêcher parce que maintenant, on a ces lacs-là. Et c'est ce qui fait cette nouvelle frontière. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces data? On peut faire 3 choses. La première, c'est déjà la plus simple, c'est avec la donnée existante,
on va rajouter de la visibilité. Imaginez quelque chose de très simple qu'on vit tous. Quand vous allez dans un supermarché, bon, je sais qu'on y va un peu moins, mais je crois que notre génération, on y allait, on y va encore. Mais il y a des moments où vous avez beaucoup d'employés qui sont là disponibles, et parfois vous y allez, et vous avez l'impression qu'il n'y a personne parce qu'ils sont tous à courir. Pourquoi ? Parce que la planification était mauvaise. On ne savait pas à quel moment le client allait venir et à quel moment il fallait ajuster la charge de travail. Aujourd'hui, en ayant la data, en ayant ces petits ruisseaux et en donnant un petit peu la visibilité de bout en bout, on sait faire planifier une charge de travail beaucoup mieux et pas laisser les personnes responsables du transport planifier seules, les personnes des entrepôts planifier seules, les personnes du magasin planifier seules. Vous faites ça, vous avez des gains de 20 à 25% en termes d'amélioration de service, presque comme ça. Et ça, c'est l'utilisation de cette donnée. C'est cette possibilité-là. Ça, c'est la visibilité. Donc, c'est simple. La deuxième chose, c'est vous passez le cran du dessus. C'est-à-dire, quand vous avez cette donnée-là, vous y rajoutez un peu plus d'intelligence et vous allez effectivement à la pêche, au gros, et vous y mettez des algorithmes. Et donc les algorithmes pour vous permettre de voir des choses que vous ne voyiez pas, vous ne pouvez pas voir en tant qu'être humain en utilisant seul cette data-là. Donc ça veut dire quoi ? Par exemple, Guillaume le citait, c'est de la prévision. Aujourd'hui, lorsqu'on prend de la data, on rajoute des algorithmes, on fait des analyses du passé, mais aussi des analyses des consommations, du consommateur. On peut améliorer ces prévisions de 30 à 40%. Quel est l'impact sur les usines ? Elles permettent d'améliorer leur charge de travail. Quand vous avez une usine de yaourt qui produit des yaourts par lot, parce que c'est comme ça un peu dans le passé, on produisait, on l'imagine, on va produire des yaourts framboises et l'après-midi on va produire des yaourts pistaches. Mais peut-être c'est pas ce qu'il faut. Peut-être qu'il faut produire un petit bout de fraise, un peu de pistache, un peu de yaourt. Et c'est ça qu'on va venir améliorer pour apporter un meilleur service aux consommateurs. Et donc ça, c'est le niveau 2. C'est l'optimisation avec les algorithmes d'intelligence. Exactement. Et il y a un troisième niveau, et c'est un peu le Graal, c'est la disruption. Si vous commencez à lier l'environnement physique, vos usines de production, vos entrepôts avec la data, pour ne plus produire uniquement de masse, mais faire de la personnalisation de masse. Je vais produire par rapport aux besoins d'un consommateur donné. D'accord ? Je produis des cosmétiques, ça existe, des entreprises y travaillent, on travaille avec nos clients et avec BCG Gamma, ou des entreprises qui essayent d'anticiper le besoin du consommateur pour un rouge à lèvres, par exemple, et on adapte la production, la bonne couleur par rapport à la bonne demande du consommateur, et on n'essaye pas d'imaginer uniquement pour ce consommateur-là. Et donc là, on va réussir à avoir des prévisions et du coup, on réduit ses coûts, enfin, on va améliorer son image, améliorer sa productivité et réduire ses coûts. Exactement. Voilà, on arrive à combiner tout ça. Alexandra Dumont, donc le groupe Le Bronzelois, j'ai dit, donc leader dans les alliages cuivreux, 1300 personnes, donc on l'a dit, vous êtes présent dans beaucoup de domaines. Alors vous, comment vous pensez aujourd'hui répondre davantage, de façon plus réactive, plus proactive aux attentes de vos clients aujourd'hui ? Alors, nous, aujourd'hui, contrairement à d'autres secteurs, on avait quand même un fonctionnement très pool, c'est-à-dire qu'on ne produisait que si on avait la demande du client. Aujourd'hui, justement, nous, notre objectif, c'est d'être un petit peu plus dans le service et d'être un peu plus dans la proactivité, en n'attendant pas forcément que le client exprime sa demande, mais en essayant même d'anticiper un petit peu plus ce dont lui a besoin. Donc, par exemple, on va on va récolter l'ensemble des besoins et on va se rendre compte que d'un point de vue, que dans leur impact environnemental, les clients ont de plus en plus en ce moment besoin de réduire l'utilisation de leurs métaux toxiques. Donc, dans ce cas-là, en sommant un peu avec la somme de fleuves, on se rend compte que c'est un besoin global pour beaucoup de nos clients. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, au niveau de notre R&D, on va commencer à réfléchir à créer des alliages qui vont pouvoir venir diminuer cette utilisation des métaux toxiques. Et est-ce que vous estimez aujourd'hui, on dit beaucoup aujourd'hui, voilà, l'industrie doit fonctionner comme des entreprises data-driven, pilotées par la donnée. Est-ce que vous estimez comme une société data-driven et en quoi justement ça vous permet d'être plus réactif ? Alors, vous êtes leader dans votre domaine, donc la concurrence est moins forte, mais enfin, il y en a quand même. Et puis, voilà, il faut toujours être vigilant. Comment vous faites ? Tout à fait. Là, l'idée, c'est que on se considère data-driven, mais le CRM va vraiment nous permettre de franchir un cap. Pourquoi ? Parce que grâce à ça, on va pouvoir affiner certains axes, notre stratégie de prix, notre stratégie de distribution, notre offre de service, justement en captant l'ensemble des demandes de nos clients
et en faisant des analyses sur ça. Et donc, ce que vous faisiez moins avant, c'est avant vous faisiez plus au cas par cas. C'était un petit peu plus sur l'intuition à certains moments, où souvent les commerciaux, c'est toujours trop cher, etc. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir récupérer des données factuelles, qu'on va pouvoir consolider sur l'ensemble de notre groupe, et donc pouvoir derrière fournir des analyses qui sont vraiment basées sur une réalité et qu'on va pouvoir du coup utiliser sur nos stratégies. Et aujourd'hui, par rapport à ce que disait Moundir sur la partie disruption, vous avez l'impression, vous avez déjà pu chiffrer un peu ce que ça vous avait permis en termes de réduction de coûts, d'amélioration de la production, de meilleure optimisation de l'utilisation de votre outil industriel? Alors aujourd'hui, nous, ça fait 1 an qu'on a mis en place le CRM. On a déployé les usines au fur et à mesure. Donc nous, on s'était vraiment plus focalisé vraiment sur un objectif de compréhension du besoin de nos clients, chose qu'on avait moins avant. On est moins sur l'idée de... Vous êtes en direct avec ces clients? Je parlais de Tesla tout à l'heure, je parlais de... On a les deux. On a à peu près 20% de notre marché qui passe par des intermédiaires et 80% de notre business où on est en direct avec des clients finaux. Mais on en a plus de 2000, donc c'était quand même... Beaucoup de données remontées, oui. Ça fait beaucoup de données à remonter. Et donc là, pour l'instant, c'était vraiment d'essayer déjà de capter ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans les années à venir, on va aussi un peu plus essayer de rentrer dans le monde de l'usine et là, d'être plutôt sur des orientations un peu de diminution des coûts en essayant de capter de la donnée aussi dans l'usine. Mais là, c'était vraiment au départ important pour nous, plus d'être dans le service et dans la compréhension du besoin du client. Alors, on reviendra justement quand on rentre dans l'usine, on parlait de compétences, de formation aussi, parce que l'humain est au cœur aussi de tout ça. Moundir, du coup, on peut mieux adapter sa production, ça veut dire qu'on peut davantage personnaliser, ça aussi c'est quelque chose, et puis on peut aller écouter, alors là, même dans le monde industriel, il faut aussi aller écouter ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Voilà, et on va s'adapter en conséquence. Bien sûr. Je vais citer un exemple, une société, une start-up française, Better World, qui prend les informations clients, les réactions des clients qui achètent des automobiles et qui ne vont pas aller nécessairement chez le concessionnaire pour se plaindre d'un petit problème ou d'une petite gêne qu'ils remarquent dans la voiture. Ça peut être un problème de qualité, on l'a tous vécu, un petit grincement de porte, on est inquiet, est-ce que ça a été mal monté alors que je l'ai acheté, ou alors j'aurais bien aimé, moi, que le gobelet, je puisse le mettre à droite, pas à gauche, des choses comme ça. Ce sont des informations aujourd'hui perdues. C'est une start-up qui a développé une captation de ces informations-là, il faut les analyser, parce que quelqu'un qui parle de tableau de bord, quelqu'un qui parle de cockpit, il faut savoir qu'on parle de la même chose, qui va les comparer par rapport à d'autres constructeurs et qui va donner la bonne information aux constructeurs pour améliorer ses résultats, aussi bien qualité, mais c'est aussi ce qui est très intéressant, il va pouvoir donner ces informations-là aux ingénieurs qui vont concevoir le produit pour pouvoir concevoir des produits différents. Et donc, en fait, les possibilités deviennent illimitées. Et ça, alors je sais que vous travaillez beaucoup là-dessus, évidemment, au BCG, mais on arrive à trouver cet équilibre entre le côté je vais personnaliser ma production sur 3 voitures qui veulent le gobelet à gauche et sur les 10 000 autres qui veulent le gobelet à droite. Bien sûr, parce que les entreprises qui atteignent ce niveau-là, mais il faut l'atteindre bien sûr de manière rentable, c'est ça la complexité, vont avoir un avantage compétitif énorme par rapport aux autres. Et c'est faisable. Vous savez, dans le BCG, on l'avait évoqué lors d'une précédente émission, on a monté des usines, des vraies usines. On en a une douzaine dans le monde, dont une à Saclay qui était à l'origine du programme, qui s'appelle Innovation Center for Operations. On a des lignes de production, donc une ligne de process, qui représente le monde du process, comme la pharmacie, l'agroalimentaire, et une ligne d'assemblage de scooters électriques qui représente l'environnement industriel d'assemblage, comme l'aéronautique, l'automobile. Et on a fait un test avec un constructeur d'électroménager, où sur la même ligne de production, nous produisons des scooters et des machines à laver sur la même ligne de production. La technologie permet maintenant ce genre de production. Certes, pas dans tous les domaines, ça c'est dans le monde de l'assemblage. Et si vous allez dans le monde du process, vous allez comprendre que fabriquer des biscuits, c'est pas la même chose que fabriquer des yaourts, donc c'est un peu plus difficile. Mais dans un tas de secteurs, tout ça devient un nouveau monde à explorer et qui est possible. Ça c'est typiquement le métier chez Le Bronze Alloy, c'est dans les alliages de cuivre. Vous êtes une constitution de plusieurs métiers, parce qu'il y a des rachats successifs de PME, et vous typiquement, vous avez pu optimiser grâce à ça, de se dire tiens, cette chaîne d'assemblage, elle peut servir aussi à tel autre métier.
Aujourd'hui, on n'est pas tellement sur la partie assemblage, mais par contre, on sent qu'on a quand même un besoin de regrouper pour optimiser quand même nos coûts de production. Et ça, c'est vrai que plus on va être capable de capter en amont les besoins du client, mieux on va pouvoir projeter nos prévisions de vente, plus on va pouvoir être capable au niveau de nos usines. De remonter dans les process. De remonter dans les process, d'optimiser notre chaîne de production et donc aussi d'être un peu plus flexible et de répondre aux besoins de nos clients. Alors Guillaume, on a parlé de ce data lake, voilà, on a toutes ces datas, mais il faut, donc c'est bien de les avoir recueillies, maintenant il faut une plateforme un peu pour utiliser tout ça. Alors en quoi justement ces plateformes permettent un meilleur alignement entre des offres, des services, les attentes des clients, voilà, comment on réussit ça a l'air tout simple à dire comme ça, mais voilà comment ça se traduit. Voilà, c'est ça, en termes de technologie, on voit la montée en puissance de plein de sociétés qui se positionnent en plateforme, récupérer les données, pouvoir les analyser, mais surtout les utiliser en temps réel, parce que ça fait des années que des entreprises manufacturières utilisent des données, les stockent et ne savent pas toujours les utiliser en temps réel. Donc évidemment, c'est bien de pouvoir les analyser, mais engager le plus pertinemment possible à un client avec de la donnée qu'on apporte à un employé, puisque c'est bien ça dont on parle, c'est l'engagement des employés d'une entreprise qui travaille pour le compte d'un client, de satisfaire un client. Voilà, ça c'est cette et pourquoi ça ne se faisait pas avant là, sur ces plateformes? Parce que finalement, les data, on les avait, les plateformes existaient. Moundir en a parlé, il y avait beaucoup de technologies. L'objectif aujourd'hui, c'est de devenir une plateforme lean, que cette donnée puisse passer le plus fluidement possible entre toutes les applications et pouvoir la traiter en fonction d'un besoin ou d'une partie client à satisfaire. Alexandra Dumont, justement, je reposais ma question tout à l'heure. Mieux connaître ses clients, c'est bien, c'est une évidence, y compris dans l'industrie aujourd'hui, même si on fait parfois c'est le rôle des commerciaux d'essayer de trouver les bons clients par rapport aux produits faits. Mais vous, chez Le Bronze à l'œil, je disais, vous êtes dans un environnement moins concurrentiel, bien que voilà, il y a quand même, il y a quand même de la concurrence, on imagine. Il y a toujours de la concurrence, mais effectivement en termes. Et ma question, c'est de dire, est-ce qu'on éprouve le besoin d'investir? Pourquoi éprouve-t-on le besoin d'investir aujourd'hui en se disant finalement, on pourrait passer, parce que c'est de l'investissement quand même, ces plateformes, ces data, il faut des gens aussi pour traiter ces data, on parlera d'intelligence artificielle aussi à venir, donc ça fait beaucoup d'investissements. C'est certain, ça prépare l'avenir, mais dans quel état d'esprit vous le faites aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi utile aujourd'hui quand on se sent quand même assez confortable sur son marché et de se dire on va investir pour avoir ce suivi toujours plus personnalisé? Exactement, c'est important parce qu'aujourd'hui, même si on a peu de concurrence, notre croissance se fait aussi beaucoup par des gains de part de marché. Et pour ça, il faut être capable de capter des nouveaux clients, évidemment, mais aussi de fidéliser nos clients actuels et du coup de leur apporter aussi le service qu'ils attendent. Et je pense que les habitudes changent aussi au niveau des acheteurs chez nos clients, puisqu'on est tous maintenant, même dans notre vie personnelle, amenés à ils sont influencés par ce qu'ils vivent au quotidien. Exactement. Livrer dans l'heure, hop. L'expérience où on est capable de suivre en live où se trouve sa commande, ils ne comprennent pas qu'ils ne le retrouvent pas dans l'univers du B2B. Et donc c'est vrai que là, on essaye un petit peu de se différencier, autrement aussi que par la qualité de nos produits, en apportant des services, en intégrant aussi nos clients dans l'écosystème, en leur fournissant de la data que souvent eux ne connaissent pas toujours très bien, qu'on connaît souvent beaucoup mieux qu'eux, et en leur rendant aussi visible ça. Alors autre chose, vous parliez de votre R&D aujourd'hui. Est-ce que tout ça, les remontées clients que vous avez qui sont parfois un peu dans l'instantané, dans la réactivité, est-ce que ça influence beaucoup votre stratégie, vos investissements R&D qui, on l'imagine dans votre industrie, les alliages de cuivre, voilà, vous regardez le long terme, voilà, comment on réussit à combiner un peu ce côté instantanéité où là les clients expriment des besoins, expriment de nouveaux services, et puis sur la R&D, il faut quand même, on se projette un peu plus long terme. Exactement. Donc aujourd'hui, nous, on consacre à peu près 7 millions d'euros au niveau de notre R&D et on va surtout... Sur un chiffre d'affaires de combien? De 250 millions. 250, exactement. j'avais pas aujourd'hui, donc on a 15 collaborateurs qui sont vraiment dédiés sur cette partie innovation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, nous, on va être capable de fournir vraiment un peu deux types d'innovation. Soit le client vient chez nous avec une demande extrêmement
spécifique, où lui-même est en train d'innover et que du coup il vient nous consulter pour notre expertise métallurgique en disant voilà, je veux un alliage qui va avoir des caractéristiques qui va extrêmes. On imagine quand Tesla, enfin quand les gens qui s'occupent de Tesla sont venus vous voir, c'était un peu nouveau quand même. Exactement. Et après, on a aussi la capacité, nous, de pousser des alliages sur le marché, justement, comme je vous disais tout à l'heure, en sentant un petit peu ces tendances. Et dans ce cas-là, parce que typiquement sur le plomb, par exemple, qui est un métaux toxique, on sent que la législation est en train un petit peu d'évoluer. On ne sait pas exactement quand, etc. Mais il faut qu'on soit capable, nous, au niveau de nos équipes R&D, d'anticiper parfois plusieurs années en avance pour être capable de fournir le jour J où la législation dit c'est bon, il n'y a plus de plomb dans les métaux, et d'être capable de fournir exactement des produits à nos clients et qui aussi, du coup, nous, sont contents d'avoir des fournisseurs qui les accompagnent sur ces thématiques-là. Sur de la personnalisation très poussée, vous avez des exemples, vous me dire, Rachidi? Oui, par exemple Adidas qui a lancé la fabrication de chaussures, de baskets, en gros, co-designé par le client. Le client qui rentre sur une plateforme, qui co-design l'information. Il n'avait pas arrêté ça? Oui. La formation, je vous donne l'exemple pour vous montrer déjà que la technologie existe, parce que la limite n'est pas la technologie. Après, la question, bien sûr, c'était des chaussures qui coûtent très cher. Le client pouvait définir sa chaussure sur un site web ou sur son appli et puis fabriquer à la demande. Et la recevoir quelques jours après en fonction de son besoin. Donc ça montre que la technologie existe. Certes, Adidas l'a fermé, c'est pas parce que ça a échoué. Adidas l'a arrêté parce que c'était un test de consommation. Le marché n'est pas encore là. Et c'est là où la difficulté il fallait payer plus cher. Il faut payer plus cher, bien sûr. Bien sûr. Parce que la difficulté dans la disruption, ce n'est plus la technologie. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est faisable. C'est ce que ça montre. C'est cet exemple d'Adidas le montre. L'exemple que nous faisons sur le site de Saclay avec les scooters et les sèche-linges ou le lave-linge le montre. Par contre, il faut le faire de manière rentable. Dans le passé jusqu'à aujourd'hui, on cherche à produire de masse. Et les freins, c'est ça aujourd'hui, c'est on va dire les freins, une personnalisation trop poussée, c'est justement ces coûts, il faut avoir le bon modèle. Il faut avoir le bon modèle dans l'usine qui puisse le produire à un niveau rentable, à produire à des petits lots ou des lots même personnalisés. Et il faut avoir le marché pour. Il faut avoir vraiment le besoin. Donc il y a une évolution du consommateur, on y arrive. Les cosmétiques sont un bon exemple parce qu'il y a ce besoin-là d'avoir sa propre couleur de rouge à lèvres pour sa propre teinture ou couleur de peau en fonction des pays où on vit, en fonction des choix et des besoins du consommateur. Et ça, vous pouvez capter cette information-là dans les réseaux sociaux et la transmettre dans vos usines. Mais encore faut-il que les usines s'adaptent. Et tous les secteurs industriels, je peux vous le dire, dans la majorité des grands groupes pour lesquels nous travaillons avec eux sur ce genre de thématique de personnalisation pour pouvoir démarrer et tester sur différents marchés. Les freins, Guillaume Meurune, justement, autour de cette personnalisation Les freins, nous, maintenant, après 20 ans de Salesforce, on accumule l'expérience puisqu'on accompagne quand même des entreprises depuis des années dans le manufacturing. On s'aperçoit qu'il y a 4 grandes parties. C'est premièrement, c'est se concentrer et orienter toute son entreprise autour du client, le comprendre et surtout tester des choses pour bien adapter son offre à cette demande en temps réel. Ça, c'est un gros enjeu. On ne peut plus laisser passer des mois pour pouvoir livrer un produit. La supply chain devient un enjeu stratégique. J'étais encore avec Essilor qui travaille sur cette supply chain qui fait un atout compétitif pour livrer des verres le mieux possible dans son réseau d'opticiens. Ensuite, on a une partie voice, one voice to customer. Donc, comment est-ce que je parle d'une seule voix au client? Quand on est en B2B, on travaille souvent toute notre entreprise avec plein d'autres acteurs chez le client. Donc, comment est-ce qu'on aligne tout ça pour que les gens puissent être au courant, justement, disait Alexandra, c'est évidemment, c'est donner une réponse avec un historique de commande. Donc, j'ai cet historique avec ce client. Comment est-ce que je ne fais pas de manquer si je propose un nouveau prix ou dans quelle région ou dans tel secteur? Donc, aligner tout ça pour éviter d'avoir une perte de profit net qui se matérialise tout de suite. Une troisième partie qui est comment ma technologie, je la rends plus fluide parce que souvent, on a constitué d'énormément... rajouter des couches. Voilà, exactement. Et
là, comment je deviens beaucoup plus fluide et j'engage tous mes employés parce qu'il faut que je les forme, il faut que je les amène à cette nouvelle partie. Il y a 2 millénials sur 3 qui ne se considèrent pas engagés dans l'entreprise en général. En fait, tout ça, tant le vendeur, parce que lui, maintenant, il doit personnaliser, donc il doit écouter mieux le client, tant le producteur, parce que lui, il doit rendre son outil de production beaucoup plus agile, et c'est presque des briques de Lego maintenant, hein. Les usines du futur, ce sont des usines modulaires et mobiles. Maintenant, les grands freins, au-delà des freins techniques, ce sont des freins aussi organisationnels et humains. Et voilà, donc, quelles sont la nouvelle organisation, quels sont les processus et les procédures adaptées, comment former, quelles sont les nouvelles compétences, et c'est sur ça qu'il faut travailler, il ne faut pas négliger. Souvent, on a tendance à un peu se concentrer sur la technologie, comme je vous le disais, ce n'est plus un frein. Le frein, il est presque culturel et organisationnel. Et justement, Alexandra, comment vous faites? Il faut former ces gens, il faut, sans leur faire peur non plus, hein, de dire attention, on va utiliser davantage de data, mais on aura toujours besoin de vous. Exactement. Donc, nous, dans le cadre du projet CRM, on a décidé de prendre la formation en interne, justement pour pouvoir aussi un petit peu moduler le discours, accompagner un peu les cas par cas aussi, parce qu'on avait des commerciaux avec des problématiques complètement différentes. Et donc, ça, c'était un point qu'on a décidé de faire. Et puis après, ce sera effectivement au niveau des usines, d'arriver à faire rentrer cette data client, etc., à faire vraiment en sorte qu'elle soit exploitée et intéressée par les unes qui aujourd'hui étaient quand même très orientées sur j'ai besoin officiellement d'avoir une commande papier pour être rassurée. Là, leur dire non mais nos projections, nos prévisions, c'est pas factuel, mais en fait, puis si ça apprenez à lire je dis un peu de façon impérative, mais apprenez à lire les datas, quoi. Apprenez à lire des datas, mais on sent quand même que les gens ont envie d'aller vers cette transition. Ils sont extrêmement ouverts à être du temps. Et puis on aurait pu aborder l'autre sujet, cybersécurité. Ça, j'imagine, c'est aussi un aspect important dans cet univers de l'industrie. Merci à tous les trois, Alexandra Dumont de Lebronze Alloys, Guillaume Maurine de Salesforce et Moundir Rachidi de BCG, nous avoir apporté donc ces exemples, d'avoir un peu éclairé sur cette gestion de production à la demande, y compris dans le domaine très industriel. Hein. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de l'ère du client. Vous pouvez retrouver tous les autres, mais celui-ci aussi en replay. Et puis restez avec nous sur BFM Business. BFM Business, hors série, l'ère du client.